C'est difficile de s'attaquer à Scream. Oui, c'est bien par cette phrase que j'ai décidé d'introduire cette vidéo. Une quadrilogie culte estampillée Wes Craven, largement considéré comme un maître de l'horreur, mais sans oublier Kevin Williamson et sa maîtrise du whodunit, et un trio de comédiens devenu légendaire qui n'a cessé de porter la saga à bout de bras. Neve Campbell, Courtney Cox et David Arquette, ainsi que Ghostface, son antagoniste iconique. Tous ces ingrédients, et d'autres encore, ont donné une franchise adulée par un certain nombre de spectateurs qui fait un petit peu saga doudou, en plus d'avoir, à une époque, révolutionné les codes du slasher grâce à un discours méta habilement maîtrisé qui jurait avec les autres productions du genre, complètement en perte de vitesse alors, loin de leur âge d'or. Mais voilà, depuis le 4e volet sorti en 2011, ce cher Wes Craven est décédé. Et si moi je ne m'en remets toujours pas, Hollywood, comme vous le savez, n'a finalement que faire de ce genre de questions. Et après quelques années, l'idée d'un nouveau Scream, sans l'un de ses papas, commença alors à germer. Et ça y est, il est sorti. Et je le répète, mais c'est difficile de s'attaquer à Scream, que ce soit en tant que cinéaste ou en tant que vidéaste sur YouTube. Il y a une grosse fanbase derrière la saga, prête à montrer les crocs. Mais voilà, je vais m'y coller, et donc, bonsoir amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais préciser deux petites choses. La première, je ne suis moi-même pas particulièrement fan de la saga Scream. Je l'aime bien, je la trouve très intéressante à analyser, plein de gens l'ont d'ailleurs déjà très bien fait. Mais ça s'arrête un petit peu là. J'ai beau avoir plus ou moins grandi avec, elle n'a pas pour moi cet aspect un petit peu doudou, elle ne fait pas partie de mes franchises préférées. Ensuite, plus important pour vous sûrement, je vais spoiler un tout petit peu durant toute la critique, mais rien de bien fâcheux pour l'intrigue et rien sur l'identité du tueur ou sur des événements potentiellement importants pour les fans. Rassurez-vous. Bon, je le ferai un petit peu à la fin, mais je le préciserai avant. Maintenant que tout ça c'est dit, c'est parti. Alors, Scream, et non pas Scream 5, car le film est reparti sur cette nouvelle mode de redonner le titre du volet original à un nouvel opus, est bien une suite, et pas un reboot, un remake ou je ne sais quoi. En fait, c'est même ce que les Américains appellent depuis peu un requel, mais nous reviendrons là-dessus un petit peu plus tard. Absence de Wes oblige, nous avons de nouveaux réalisateurs, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, forts du succès de leur Wedding Nightmare. Les deux cinéastes font partie du collectif Radio Silence, qu'ils forment avec Chad Villela, producteur délégué sur le film et qui ont travaillé sur des œuvres comme VHS ou Southbound. Ce sont en quelque sorte des représentants de la nouvelle génération de cinéastes amateurs d'horreur, dont j'aime beaucoup l'esprit et qui n'ont cessé de se présenter comme des grands fans de Wes Craven. C'était pour eux un véritable honneur de reprendre le flambeau. Ce sont en fait tout simplement des fans de Scream qui ont eu la chance de réaliser une suite d'une de leurs sagas préférées. Et ce point est important. Gardez-le bien en tête pour la suite. Il faut savoir que cela faisait un long moment qu'on parlait d'un Scream 5, avant même la sortie du 4e opus, mais il a subi plusieurs contretemps. D'abord, le succès commercial un petit peu décevant du 4e volet, forcément, mais aussi les craintes de Craven de bosser dans de mauvaises conditions, avec des scripts qui étaient écrits au fur et à mesure du tournage. Il y a eu la création de la série, sur laquelle les Weinstein, producteurs des suites de la saga, décidèrent de se concentrer au détriment des films. Puis, il y a eu les ennuis judiciaires qu'ont connus ces ordures, bien méritées bien entendu, mais qui eurent un impact sur pas mal de projets potentiels dont ils détenaient les droits, ainsi que le décès de Wes, qui sembla être le coup final à ce qui n'était encore qu'une vague idée. Ce qui ranima l'envie de ce potentiel 5e film, ce fut, comme pour d'autres sagas iconiques, le succès du Halloween de David Gordon Green. Cet opportuniste de Jason Blum tenta alors d'acquérir les droits de Scream pour s'en occuper lui-même, mais Spyglass, le groupe qui a racheté la Weinstein Company, décida de se charger du projet. Enfin bref, vous comprenez aisément qu'il s'agissait d'un sacré bordel qui a duré 10 ans et qui fut encore un petit peu troublé par une certaine épidémie. Un petit truc de rien du tout, je vous assure, mais bon, ça a quand même retardé un tout petit peu le tournage du film. Forcément, l'annonce de la production d'un tout nouvel épisode causa pas mal de réactions au sein de la communauté de fans. Un Scream sans Wes Craven et sans Williamson au scénario sera-t-il une suite directe du précédent en utilisant certains personnages sur la mort desquels Craven avait volontairement laissé planer un doute en vue d'une éventuelle suite? Notre trio iconique acceptera-t-il de rempiler? Et si oui, y aura-t-il enfin la mort à la fois tant redoutée et attendue que Wes voulait déjà mettre en scène avant d'être stoppé par les Weinstein? Serait-ce le début d'une nouvelle trilogie comme la rumeur
le prétendaient au début des années 2010? Était-ce réellement intéressant de produire un 5e film d'une saga qui paraissait avoir fait un petit peu le tour de son sujet? Tant de questions. Et ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, nous avons quasiment toutes les réponses. Dans tous les cas, les producteurs se lancèrent dans une énorme campagne de promotion destinée avant tout à rassurer les fans. Williamson n'a pas arrêté pendant toute la pré-production et le tournage de rassurer tout le monde à tous les niveaux. Les nouveaux réalisateurs ont une vision très rassurante du projet, ce sont de vrais grands fans de Craven, ils respectent la saga, ne vous inquiétez pas. Le nouveau script est très bon, je vous le jure. Très vite, la participation de David Arquette est annoncée, ce qui forcément contente une partie du public. Et tout aussi vite, il se joint à Williamson pour rassurer les fans. Même Neve Campbell, lorsque sa présence sera confirmée quelques mois plus tard, ne cessera de mettre l'accent sur le respect porté par Radio Silence à l'esprit de la franchise et à Wes Craven. Il est évident que tout le monde craignait énormément que le public ne boude ce nouveau film orphelin de Wes Craven. Et une telle campagne de promotion, personnellement, ça me fait plus peur qu'autre chose. Au moins, finalement, le trio d'acteurs principaux est bien confirmé et c'est un soulagement pour beaucoup de gens. À leur côté, on pourra, comme à chaque fois, retrouver un tas de jeunes comédiens venus prendre les nouveaux rôles et parmi eux, plein de stars de séries télé, entre autres. Il y a par exemple Dylan Minnette, le rôle principal de 13 Reasons Why, ou Yasmine Savoy-Brown, que j'avais beaucoup aimé dans Sound of Silence. Envie aussi de mettre en avant Mickey Madison, découverte dans Once Upon a Time in Hollywood. Et je ne dis pas du tout ça parce que je ne suis pas insensible à ses charmes. Je sais rester professionnel, moi. Oui, monsieur. Oui, madame. Bref, on a compris, il y a plein de nouveaux comédiens et comédiennes, dont le fils de Cuba Gooding Jr. d'ailleurs, ce que je trouve marrant, et je ne le savais pas, je l'ai appris en faisant mes recherches. Enfin bon, voilà, fun fact. Enfin, c'est bien joli tout ça, mais que peut bien nous raconter l'histoire de ce 5e épisode de Scream? Je me pose la question. Nous sommes à Woodsboro, un tueur mystérieux habillé en Ghostface s'en prend à un groupe d'adolescents et les tue un par un. Voilà. Bon, ok, dit comme ça, c'est exactement le même pitch que pour les 4 autres films. Et ok, je suis de mauvaise foi, mais bon, c'était pour rigoler, ok? Ok, on peut rigoler ou pas? Bon, cette fois-ci, nous avons une nouvelle héroïne en guise de personnage principal. Samantha, dont la petite sœur Tara, s'est fait agresser par un nouveau Ghostface. Elle, qui avait fui Woodsboro à cause de sombre histoire de famille, décide alors de revenir pour protéger Tara, accompagnée de son petit ami, étranger à tous les faits divers sinistres qu'a connu cette petite ville. Cette fois, c'est le groupe d'amis de Tara qui paraît être visé par Ghostface, mais certains liens mystérieux semblent lier ces adolescents à Sydney et aux événements précédents. Bien sûr, comme d'habitude, le but sera de comprendre la nature de ces liens et l'identité du ou des tueurs, puisque ce Scream est, comme les précédents, un whodunit, c'est-à-dire une espèce de Cluedo cinématographique. Des films qui distribuent des indices aux spectateurs, qui dès lors essayera de deviner l'identité du tueur mystérieux. Mais surtout, les films Scream sont réputés pour leur côté méta, leur regard sur le slasher ou le cinéma d'horreur de façon un petit peu plus générale, dont ils aiment revisiter les codes ou critiquer la nature. Après s'être attaqué au slasher, aux suites, aux films dans le film et donc à l'industrie en elle-même, à la suite tardive, voire au reboot, cette nouvelle suite décide de s'attaquer au phénomène du requel. Alors, le requel, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un nouveau film qui va revisiter l'un des volets qui l'ont précédé dans une saga donnée, sans pour autant être une suite linéaire, un reboot, un prequel ou que sais-je encore. En gros, c'est une nouvelle excuse inventée par Hollywood pour continuer d'exploiter des franchises à succès en donnant sa dose de nostalgie au public tout en donnant l'impression de proposer quelque chose de neuf. Et ouais, dit comme ça, ce n'est pas très positif, mais restons réalistes. Je suis encore gentil avec ma définition. Et ce Scream est tout à fait conscient de ce qu'il est, jusque dans son titre. Scream comme le premier film, et non pas Scream 5. D'ailleurs, ce choix sera critiqué via une ligne de dialogue de l'un des personnages du film même, qui se moquera de la saga Stab, la franchise fictive dans les films Scream, dont le dernier opus décide de s'appeler sobrement Stab. Et globalement, ce Scream multipliera ce genre de clin d'œil intradiégétique à sa propre nature, comme lorsque le personnage de Mindy fera un exposé très complet sur ce qu'est un requel et les règles qu'ils devront suivre pour essayer de survivre, vu qu'ils ont conscience plus ou moins d'être eux-mêmes les protagonistes d'un requel des premières aventures de Sydney. Samantha elle-même dira avoir l'impression que sa vie est devenue une fanfiction. Et c'est un constat que le spectateur peut tout à fait faire lui-même également. En fait, pour plein de raisons, ce Scream ressemble à une véritable fanfiction, avec tout ce que ce terme sous-entend de bon, et surtout de mauvais.
En tant que bon requel, le film se veut, à de nombreux moments, être une sorte de miroir du tout premier. L'ombre de certains vieux personnages plane sur les nouveaux, nous retrouvons d'anciens lieux iconiques où vont se tenir des événements similaires à ceux du volet originel, et il y a une véritable volonté du tueur de reproduire une trame semblable à celle de l'original. Des liens existent donc entre les victimes de ce volet et celles de son aîné, par exemple. Nous avons a priori droit aux agissements de nouveaux fans de cinéma d'horreur, comme l'étaient Loomis et Macker, qui cherchent à créer en quelque sorte leur propre film en revenant à ce qu'ils estiment être la base, loin de ce que les suites ont proposé depuis et qu'ils n'apprécient pas du tout. Encore une fois, l'idée est de remettre les fans de la franchise au centre du film, aussi bien de façon intradiégétique via l'intrigue du film qu'en dehors, avec tout un tas de décisions probablement prises pour le contenter. Les clins d'œil à plein d'éléments connus et appréciés de la fanbase, le retour d'anciens personnages inattendus, le traitement de notre trio iconique et même les hommages à Wes Craven. Parlons-en. L'un des personnages s'appelle Wes. C'est celui qui est joué par le gars de 13 Reasons Why d'ailleurs. Wes. Pour moi, c'est le parfait symbole du manque de subtilité du propos méta de ce Scream. Tu n'appelles pas l'un de tes personnages Wes, même pour rendre hommage à Wes Craven. C'est beaucoup trop grossier. Car, attention, spoiler, Wes meurt dans le film, et ses amis, plus tard, lui porteront un toast. For Wes. Très subjectivement, ça m'a fait un petit quelque chose, car j'aime Wes Craven de tout mon cœur, mais cinématographiquement parlant, c'est nul à chier, pardonnez-moi pour ces termes. D'autant que le générique de fin portera lui aussi la mention For Wes. Et c'est déjà très bien comme ça. Nous passerons sur notre héroïne dont le nom de famille est Carpenter. Ça me rappelle juste une citation de Tarantino, maintes fois critiqué lui-même pour tous ses différents clins d'œil, qui disait qu'une bonne référence au cinéma, c'était faire quelque chose de nouveau, et pas juste donner à son personnage le nom de celui à qui on veut rendre hommage. Et comme par hasard, il avait donné l'exemple d'un personnage à qui on donnerait les noms Wes Craven, pour rendre hommage, donc, à Wes Craven. Plutôt visionnaire le mec. Il y a également, par exemple, une reproduction de la scène de Randy dans le premier film, avec Mindy à sa place qui regarde le film Stab exactement au moment de la scène de Randy. Alors que Mindy a les mêmes réactions que lui, Ghostface apparaît derrière elle, à nouveau, totalement comme pour Randy. Nous sommes en quelque sorte dans Screamception, ici. Bon. On ne va pas continuer à lister tous les clins d'œil ou même reflets du Scream originel, d'autant que mes explications ne sont pas toujours claires, je l'entends bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup n'ont pas aimé cet aspect de Scream en disant par exemple qu'il faisait exactement ce dont il se moquait, ce qu'il critiquait. Et c'est vrai. Le film a beau être conscient de ce qu'est la raison d'être du requel, en mettant en avant le fait que ces films soient faits pour contenter les fans, leur donner ce qu'ils veulent au détriment de l'ambition artistique ou de l'innovation, que ce sont des suites faites essentiellement pour générer de l'argent à partir d'une franchise à succès, etc. Il fait tout de même exactement ce qu'il dénonce, ce qu'il critique. Et là où Matrix Resurrection faisait exactement la même chose mais de façon plus subtile et plus acide par moments, tout en distillant mieux son propos, ici, Scream garde ses énormes sabots et n'arrive jamais à proposer cette pirouette scénaristique ou de mise en scène qui justifierait toutes ces moqueries. Nous avons juste un tout petit quelque chose sur lequel je reviendrai dans quelques instants, rassurez-vous. Du coup, ce Scream est complètement une fanfiction. Mais il y a une raison un petit peu plus positive pour expliquer ce triste constat. Spoiler, ce n'est pas Wes Craven qui réalise, mais Gillette et Bettinelli Holpin qui sont, je le rappelle, des fans de Craven, des réalisateurs d'une nouvelle génération qui commence seulement à se faire connaître du grand public. Pour eux, réaliser un Scream, il y a quelques années, ce n'était qu'un lointain rêve qui, aujourd'hui, est devenu réalité. Du coup, le film est bien une œuvre réalisée par des fans pour des fans. Ce n'est pas uniquement un long métrage pensé par des producteurs pour profiter de l'amour et la nostalgie d'une fanbase pour faire de la thune. Nous avons réellement deux fans de Craven, soucieux de respecter l'œuvre d'origine, et un cinéaste qu'ils affectionnent particulièrement, tout en se faisant accepter par les fans dont il faisait partie encore peu de temps auparavant. Sans vouloir tout justifier, la situation ne devait pas être évidente pour nos deux bonhommes, et il est intéressant de constater le résultat. L'aspect méta du film correspond à leur vision à eux du premier volet, et c'est ça qui permet de prendre un petit peu de recul et d'apprécier un petit peu plus cet effet miroir, pas toujours très fin, il est vrai. L'idée du requel en ressort un petit peu plus pertinente, même si cela n'excuse pas les maladresses et les grossièretés qu'on peut relever. Nos réalisateurs se retrouvent d'ailleurs dans l'antagoniste de l'opus qui peut très bien être considéré comme leur avatar, surtout lorsque l'on s'attarde sur ses motivations qui ont encore une fois l'air bien grossières. L'aspect méta du film est beaucoup plus intéressant lorsque l'on considère que ce sont les réalisateurs eux-mêmes qui mettent le costume de Ghostface et que chacun des choix qu'ils font alors en tant que tueur explique un petit peu mieux certains choix de narration ou de mise en scène, comme une ligne de dialogue adressée à Dewey par exemple. Et quoi de plus normal après tout, vu qu'ils sont des fans parmi d'autres et que les fans ont toujours eu des personnages pour les représenter dans la franchise. Encore une fois, cela n'excuse pas tout, mais cela relève un tout petit peu le niveau. Mais un film, ce n'est pas qu'un propos, aussi méta soit-il. Qu'en est-il de la mise en scène de notre duo ?
Encore une fois, ce sont des réalisateurs que je connais plutôt bien et dont j'apprécie le style. La première chose qui saute aux yeux, c'est le gore de certaines scènes. J'en ai notamment 3 en tête qui sont bien plus brutales que ce qu'on peut voir d'habitude dans les Scream. Et là, forcément, on retrouve un petit peu l'essence de Radio Silence. Je retiens notamment la fameuse scène de meurtre avec un couteau qui traverse une gorge de façon assez inédite et où rien n'est épargné aux spectateurs. Nous noterons également le petit tacle à Lily Horror qui m'a fait sourire et qui n'est pas étonnant de la part de Radio Silence, au cinéma bien sanglant, violent et régressif et amoureux de l'horreur, un petit peu plus old school, comme les slashers par exemple, exemple tout à fait choisi au hasard bien entendu. Pour les scènes d'angoisse, les introductions sont souvent de très bonne qualité, avec des mouvements de caméra destinés à faire croire aux spectateurs que Ghostface peut surgir de n'importe où. Les portes de placard, de frigo ou de pièces s'ouvrent et se referment, et à chaque mouvement, on s'attend à voir surgir le tueur, avec une musique guère subtile qui accompagne tous ces mouvements. Le fait que différents porte-manteaux ou autres chiffons difformes se trouvent chaque fois en arrière-plan, disposés pour faire penser à la silhouette de Ghostface, va également évidemment dans ce sens. Malgré ces bons points, il reste 2 défauts majeurs à la plupart de ces scènes. Le premier et le plus évident réside dans la chute de ces scènes, qui vient bien souvent casser tous les efforts mis dans la mise en scène et la préparation. Le suspense est souvent brisé net par un jumpscare maladroit ou une idée qui vient annuler toutes les précédentes, et la tension retombe alors comme un vieux soufflet. Ensuite, il y a le fait que la mise en scène suit une sorte de chorégraphie, une logique qui semble immuable, et dès que vous la percevez, toute forme de tension s'envole instantanément. Vous pouvez alors très précisément deviner quand est-ce qu'il ne se passera rien, et quand est-ce que le tueur va surgir sans jamais être surpris, juste à cause de la façon dont la musique est utilisée, ou de la manière de bouger la caméra. Bon, j'apprécie quand même la scène du smartphone, ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle, que j'ai trouvé plutôt ingénieuse, et pour le coup assez rafraîchissante. Un bon point. Au niveau de la tension, c'est donc encore une fois un bilan très mitigé pour ma part, même si je trouve que par rapport aux autres Scream, il ne s'en tire pas mal du tout. Car il se pourrait bien que j'ai toujours trouvé les Scream assez maladroits à ce niveau-là. Pas taper s'il vous plaît, pas taper. De façon générale, la mise en scène souffre un petit peu trop du propos méta du film. Il y a trop de mélange entre la fiction et la réalité, trop de fois où le film brise quasiment le 4e mur. Il y a même un moment où une musique jouée dans une voiture, et donc présente dans la diégèse du film, continue alors que le contact a été coupé dans la bagnole, et donc de façon extra-diégétique. Si en termes d'ambiance, sur le moment ça fonctionne plutôt bien pour signifier la détresse du personnage, c'est une faute de mise en scène assez étrange qui vient s'ajouter au reste. Puis, pour finir, nous avons pour moi l'un des éléments les plus sensibles du film. La passation de pouvoir. Sa nouvelle héroïne, Samantha Carpenter. Et à partir d'ici, je vais un tout petit peu spoiler. Donc, si vous ne voulez pas vous faire gâcher la surprise, on se retrouve pour ma conclusion au timecode qui apparaît en ce moment sur votre écran. Bon, le film organise une sorte de passage de témoin entre Sidney, relativement en retrait dans cette suite, et Samantha, nouvelle final girl de la franchise. Et disons pour rester poli que c'est une héroïne un petit peu fade, pas franchement à la hauteur de l'événement. Et pourtant, il y avait le matos, et je parle bien sûr de son background, puisqu'elle est la fille de Loomis et qu'elle a même des visions de lui qui lui parlent et lui donnent des conseils. Il y avait vraiment de quoi en faire une anti-héroïne badass au possible, voire peut-être même une espèce de sadique, une antagoniste déguisée, quelque chose de franchement nouveau et d'innovant. Seule l'une de ces dernières scènes, quand elle massacre l'un des Ghostface, lui rend un petit peu justice. Le reste du temps, on est loin de l'aura de Sidney. Alors certes, celle-ci s'est construite avec le temps, mais dès le premier Scream, Sidney avait quelque chose de différent des autres Final Girls. Elle avait déjà du chien, elle arrivait à mêler innocence et fragilité tout en dégageant quelque chose de plus puissant. Pas convaincu du tout par cette transmission, d'autant que du coup, Sidney, elle, est un petit peu sous-utilisée dans ce film. Bon, je profite de la section spoiler pour parler de la mort de Dewey, qui est selon moi une excellente idée. À titre tout à fait personnel, j'espérais que ce choix exact serait fait. Certains ont condamné la scène en elle-même, trouvant qu'elle manquait d'émotion, mais je l'ai trouvée très puissante malgré tout. Une mort assez gore déjà, et cette fameuse ligne de dialogue, c'est un honneur que Ghostface lui adresse, qui est un petit peu un hommage des 2 réalisateurs au personnage, en partant du principe que Ghostface est leur avatar. Bon, pour l'émotion, il manquait une scène d'enterrement ou quelque chose du genre à la toute fin du film, selon moi, mais c'est très personnel. Enfin, nous avons les Ghostface, puisqu'ils sont à nouveau 2, et le dernier acte, extrêmement critiqué par beaucoup de spectateurs. Pour moi, l'aspect whodunit est un petit peu manqué, car il est assez facile de deviner l'identité des tueurs, même si on espère pendant tout le film se tromper et avoir une bonne surprise. À la limite, ce n'est pas très grave, et c'est toujours mieux que certains Scream dans lesquels le tueur sort un petit peu de nulle part. Leur mobile est que ce sont de grands fans de la saga Stab, mais qu'ils sont dégoûtés de la tournure que les suites ont pris et décident de commettre des meurtres selon des schémas qui leur plaisent plus afin d'inspirer Hollywood pour de meilleurs films. Le tout dans un 3e acte qui singe à plusieurs reprises celui du film original, comme je l'ai déjà dit plus tôt. Encore une fois,
Tout prend plus de sens si l'on part du principe que les tueurs sont des avatars des deux réalisateurs, même si ça n'en fait pas un dernier acte irréprochable, loin de là. Ficelle un petit peu grossière pour faire progresser l'intrigue et pour le retournement de situation classique des Scream, sous-utilisation de Sidney et surtout de Gail Weathers, qui fait vraiment de la figuration dans tout le film, un antagoniste assez stylé et un autre un petit peu décevant, etc. J'ajouterais quand même qu'on a droit à des morts assez gore ici, qui m'ont évidemment bien plu parce que je suis fou et que j'adore le mauvais goût, même quand il est grotesque. Bon, je pense qu'il est temps de passer à la conclusion. On se rend bien compte que nos deux réalisateurs ont essayé d'apporter leur pierre à un édifice difficile à bouger, tout en lui rendant hommage et en tentant de faire le Scream qui ravira tout le monde, et avant tout, les fans. Un mélange périlleux et difficile à concocter si j'ose dire. Résultat, une sorte de bouillie brouillonne qui finalement ne contente quasiment personne. Il y a du bon dans ce Scream, et pour être honnête, je m'attendais à quelque chose de bien pire, voire de complètement raté, un petit peu à l'image du dernier Halloween qui m'avait sidéré à ce niveau-là. Ce Scream n'est pas parfait, et tente de servir de passage à témoin entre Wes Craven et une nouvelle génération de cinéastes, via un duo qui n'avait peut-être pas les épaules pour une telle entreprise. Ça reste un objet filmique extrêmement intéressant à analyser pour ce qu'il représente. Un lien entre plusieurs époques, plusieurs visions d'un même cinéma, liées entre elles par le respect accordé au genre et à Wes Craven et son œuvre. Un résultat un petit peu en demi-teinte, plein de bonnes intentions, qui prouve qu'être fan ne suffit pas pour donner une œuvre réussie, même pour de bons réalisateurs, car je le rappelle, contrairement à ce que disent certains de façon parfois un petit peu hautaine, on va dire, les mecs de Radio Silence, ce ne sont pas des tocards, et même dans ce Scream, on a des fulgurances, de bonnes idées qui, malheureusement, il est vrai, tombent souvent un petit peu trop à plat. Je préfère le voir de façon positive et vous encourager quand même à aller le regarder, tout en sachant pertinemment que non, ce n'est pas une franche réussite, mais j'ai vraiment du mal à croire qu'il aurait pu en être autrement avec un Scream 5, que je voyais personnellement d'un très mauvais œil lors de l'annonce du projet. Et voilà. C'est déjà la fin de cette première critique glauque de l'année et c'était un plutôt gros morceau. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.